Bienvenue à tous dans cette nouvelle émission des Run and Sons. Aujourd'hui, petite émission pour faire un petit retour sur la draft. Et j'ai la chance aujourd'hui d'avoir un nouveau compère que vous n'avez pas encore connu. Je vous le présente tout de suite, monsieur Thierry. Comment ça va, Thierry? Eh ben, écoute, ça va très bien, très bien. Une nuit très courte, malheureusement. On récupère un petit peu, mais écoute, le beau temps est là, donc c'est parfait. Tout à fait. Toi, tu l'as regardé en live, hein, c'est ça que tu m'as dit, Thierry. Ouais, ouais, bah, écoute, on a fait les courageux, on a regardé ça tout au long de la nuit. En plus, on a eu pendant longtemps l'habitude de piquer très tôt, donc du coup, la nuit, elle pouvait être un petit peu plus longue. Mais là, effectivement, on a piqué en fin de tour, donc il a fallu être patient et attendre un peu plus de 3 heures pour voir enfin le pic des Suns sortir. Ouais, ouais, courageux, j'avoue, j'ai été faible, hein, j'ai attendu le matin. Donc, bon, on va commencer. Petit récap quand même juste avant pour les Suns. On rappelle, ils avaient le pic 22 avant cette soirée. Moi, j'avais juste une petite question à te poser, Thierry. Tu t'attendais à quoi avant qu'on arrive on parle vraiment de ce qui s'est passé? Est-ce que tu attendais que les Suns ils piquent en 22? Est-ce que tu t'attendais qu'ils trade le pic avec un joueur? On pensait beaucoup à Nasir Little, Nurkic en ce moment. Ou tu pensais tout simplement qu'ils allaient même trade down? Parce qu'on a eu beaucoup de rumeurs en ce moment sur le fait qu'ils penseraient peut-être échanger leur pic 22 avec plus de pics. Toi, tu t'attendais à quoi, toi, Thierry, hier? Bah, il y a eu beaucoup de rumeurs dans la journée hein, qui sont montées au fil où la draft se rapprochait, notamment la rumeur de Houston qui aurait préparé un package de picks et avec la volonté d'attirer Kevin Durant. Matisse Bial a démenti en début de soirée en disant que effectivement les Suns ne bougeraient pas par rapport à leur Big Three. Donc on pouvait derrière s'attendre à ce qu'ils draftent parce que la marge de manœuvre étant tellement faible qu'aujourd'hui, accueillir un jeune à ce moment-là de la draft, ça reste un petit salaire qui aurait pu rentrer facilement dans le cap. Et derrière, c'est un joueur qui aurait permis d'avoir une rotation supplémentaire. Ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord. De toute façon, il n'y a plus de petite économie pour nous. Donc, on s'attend. Moi aussi, je pensais, j'étais un peu comme toi, je m'attendais qu'on draft. Alors, je vais être honnête, avant qu'on parle du joueur, tout ça, je m'attendais pas qu'on draft ce joueur-là. Alors, par contre, profil super intéressant. Donc, on va parler de ce qui s'est passé. Donc, il s'est passé quand même un petit trade, hein. Les Suns, ils ont bougé quand même cette nuit. Ils ont donc échangé leur pick 22 avec les Denver Nuggets. Je trouve que c'est un bon trade parce qu'ils ont récupéré derrière le pick 28, le pick 56 et 2 secondes futurs tours de draft. Donc, bonne pioche. Qu'est-ce que tu en penses de ce petit mouvement de la part des Suns? Bah, le mouvement est bon parce que finalement, on bouge pas beaucoup, on recule de 6 places, on récupère des seconds tours, alors qui, je pense pas, aient une grosse importance sur de la draft elle-même, mais permettront d'avoir des assets et de se remplumer un peu aussi au niveau des pics, parce qu'effectivement, on était quand même à poil. Donc ouais, je pense, un move intéressant qui a peu d'incidence, parce que je pense qu'ils ont finalement eu le joueur qu'ils voulaient, je pense. Ouais, c'est ça. Donc, on va en venir, hein, autant parler ça tout de suite. Donc, les Suns, ils ont piqué donc en 28. Ils ont choisi un petit jeune. Ils ont choisi Ryan Dunn. Toi, avant qu'on parle même de ses stats, de un peu sa petite carrière universitaire, quand tu as entendu le petit nom de Ryan Dunn, qu'est-ce que t'en penses? Toi, t'en as pensé quoi à ce moment-là? Si tu l'as connu un petit peu, si tu l'as suivi? Ouais, je connaissais un petit peu pour avoir vu un petit peu Virginia cette saison. Moi, c'est le type de joueur que j'aime bien, c'est-à-dire des profils extrêmement durs, défensifs. Il est de grande envergure, il est capable de défendre du 1 jusqu'au 5. Je trouve ça intéressant parce qu'en plus, nous, c'est typiquement le type de joueur qu'on n'a plus. On avait Michael qui était capable, voire Cameron qui était capable de mettre de l'intensité sur de la défense, mais on n'avait plus du tout ça. Et l'année dernière, on s'est fait transpercer. Et on n'a jamais eu de profil de joueur, hormis un peu des profils comme Okogi, capable d'envoyer au four pendant 5-10 minutes sur un top joueur. Et là, on l'a. Et moi, je trouve ça intéressant. Après, tout n'est pas parfait chez ce joueur-là, hein, puisque sinon, il n'aurait pas été piqué en 28. Mais je trouve ça intéressant. Ouais, ouais, tout à fait. Bah, de toute façon, j'ai un petit peu une petite fiche sur lui, un petit récap un peu sur lui. Donc, comme tu l'as dit, c'est un top défenseur, hein. Même pour beaucoup, c'est pour beaucoup d'observateurs, c'est le meilleur défenseur de cette draft. À Virginia, en plus, je regardais, j'ai beaucoup regardé un petit peu. J'ai vu qu'il jouait beaucoup 5 là-bas. Donc, ça ne sera pas son poste chez nous, hein. C'est vraiment un ailier, mais c'est vrai que c'est vraiment ce genre de poste qui nous manquait parce qu'on avait pas mal, comme tu dis, de plus petite taille, beaucoup d'arrière, en fait, entre guillemets, entre Eric Gordon, Josh Okogie,
tout ça, mais c'est vrai qu'on manquait un peu de taille, hein, et puis on manquait de puissance au rebond parce que c'est gros point fort. Et je regardais un petit peu sa ligne de stats. Donc l'année dernière, donc il est sophomore, hein, parce qu'il a fait 2 années universitaires. Et donc il tournait à 8,1 points, 7,1 rebonds. Bon, les passes décisives, un peu moins, mais ça, c'est des choses qu'il va pouvoir travailler. 1,2 interceptions et 2,3 comptes. Donc c'est impressionnant comme stat pour son jeune âge. Ça, c'est ses gros points forts, hein. Ça, de toute façon, il va avoir un impact tout de suite sur notre défense. Par contre, les points faibles, comme tu l'as dit, ça va être plus côté offensif où il y a du boulot, on va dire, au tir, hein. Le lancer franc, il est à 53%, c'est faible, hein, on ne va pas se mentir, on attend que ça soit un petit peu mieux. Pareil, tout ce qui est 3 points, tout ça, on va dire le tir au global, c'est quelque chose qui doit beaucoup travailler. Moi, je lisais beaucoup sur Internet, beaucoup d'observateurs, ils pensaient, pour eux, faut vraiment qu'ils travaillent tout ce qui est surtout le passing, donc la qualité de passe, la vision de jeu. Toi, t'en penses quoi? Ça va être quoi ces points de progression à l'avenir avec nous? Si ces points forts, effectivement, comme tu l'as dit, sont les qualités athlétiques et de défense, effectivement, tout le reste va être important de travailler. Donc, le handle, la passe, le shoot, effectivement, aujourd'hui dans la NBA moderne, je pense que c'est un joueur qui va pouvoir jouer 3-4 vraiment avec nous, soit moi, c'est un type de joueur que je verrais bien sur un 5 aux côtés de Booker et de Durant. Lui, c'est un joueur qui n'a pas forcément besoin du ballon, ça va pas être une problématique, ce partage de la balle qu'il est déjà, nous, par rapport à nos 3 joueurs. Il va falloir progresser au shoot. Moi, il me fait beaucoup penser en moindre mesure sur du shoot, mais le joueur partait aussi de loin à Herb Jones. Vraiment, cette typologie de joueur-là qui reste fondamental, qui est à la fois très discret. On se souvient des profils à Bruce Bowen à l'époque avec les Spurs. Ces joueurs-là qui sont très durs et qui doivent progresser dans un premier temps dans le shoot. La passe, il faudra progresser, mais lui, il aura surtout, je pense, des ballons corner ou des choses comme ça, ou des bombinettes fin de possession qu'il faudra ressortir. À voir. Après, s'ils travaillent sur ça, les joueurs ils sont capables de progresser très vite. Tu l'as dit, jouer 5. Et en NCA, les 5, le spacing, il n'est pas fou. Donc, forcément, peu d'occasions de prendre. Il a pris très peu de shoots en NCA. Donc, certes, son pourcentage n'est pas fou, mais je ne pense pas que ça soit représentatif. Après, faut le voir dans un système. Ouais, de toute façon, je crois, des 3 points sur l'année dernière, il en a pris 25 seulement, il en a mis 10. Donc, c'est vrai que c'est pas très représentatif de ce qu'il peut donner vraiment. De toute façon, comme tu dis, s'il a une super mentalité, un beau travailleur, de toute façon, apparemment, il a un bon shoot. C'est juste que, il va falloir qu'il travaille un peu plus. Comme tu dis, après, je pense qu'il a tout pour s'intégrer, hein. Moi, j'ai regardé 2-3 highlights défensifs de sa part. C'est vrai que c'est impressionnant. Il est athlétiquement, il est partout, il est grand, il est long. Herb Jones, de toute façon, c'est souvent une comparaison qui est revenue. On va pas se mentir, Herb Jones, l'année dernière, c'est le genre de joueur qu'il y a pas mal d'équipes qui aimeraient bien avoir. Donc, mais toi, tu le verrais direct donc dans le 5 de départ ou tu le mettrais d'abord, enfin, je pense que d'abord en sortie de banc, mais si dans la saison, il commence vraiment à progresser, toi, tu l'intégrerais à notre 5 de départ, tu penses, Thierry? Non, je pense pas, parce que effectivement, c'est un joueur qui part de loin. En plus, aujourd'hui, la problématique, c'est que parler de 5 de départ avec un effectif aussi bancal, ça va bouger, c'est un peu compliqué. Non, mais je pense que c'est un joueur qui va sortir du banc progressivement dans la saison. Et je pense que lui donner des minutes à un moment donné sur des rotations où il va pas forcément se trouver avec la seconde unit, le mettre de temps en temps avec 2-3 cadres, je trouve que ça serait intéressant parce que je te dis encore une fois, la problématique du partage de balles, c'est un joueur qui n'aura pas besoin du ballon. Et ça, c'est quand même très précieux parce qu'on a quand même 3 gros croqueurs. Et s'ils sont encore là, il faudra capable de mettre des joueurs qui seront capables d'accepter ça. Ouais, c'est sûr, tout à fait. De toute façon, comme tu l'as dit, vu les scoreurs qu'on a derrière, c'est vrai que on n'avait pas besoin non plus qu'il score plus que ça. Donc, je pense que ça va lui faire du bien, au contraire, de jouer autour de gars comme KD, comme Booker, même Bradley Beal. Là, juste pour en finir un petit peu, donc Ryan Dunn, voilà. Toi, est-ce qu'il y avait d'autres joueurs que tu aurais préféré prendre à sa place ou pour toi, le choix est plutôt évident au vu de ce qui restait parce qu'il restait pas mal de meneurs, on va pas se mentir. Ça parlait pas mal de Darius Collier, si je dis pas de bêtises, et je ne sais plus un autre meneur aussi que je. Ah ouais, tu avais le petit meneur qui n'a pas été drafté premier tour. Ouais, je sais plus. Il y en a un autre, je l'ai plus en tête là. Ouais, ça va me revenir. Collègue, si je dis pas de bêtises. Ouais, Collègue, ouais, exactement, qui avait été testé. Qui était pas mal dans les mock drafts, qui tournait beaucoup autour des Suns. Moi, je vais être honnête, je pensais que ça allait être lui qui allait être pris.
Après, avec du recul, vu les rumeurs qu'il y avait sur Chris Dunn et tout, je suis en train de me dire, je pense qu'on a déjà notre plan B, en fait. Je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas pris de meneur lors de cette draft. Toi, Ryan Dunn, pour toi, c'était un choix évident ou tu penses qu'il y avait quand même peut-être mieux à aller chercher avec ce pick 28? Ah, moi, perso, j'avais mon chouchou. On avait l'occasion d'en échanger, mais moi, j'avais mon chouchou, c'était Darren Holmes, l'intérieur de Dayton, qui a été piqué en 22 puisque Denver le voulait et a échangé notre pick 22. Il l'a piqué en 22. Moi, c'était Darren Holmes pour plusieurs raisons. Parce que, il est d'Arizona, donc c'est assez aussi un clin d'œil et ça, c'est important sur la motivation des joueurs. Et deuxièmement, parce que pour moi, c'est le style de la draft. Il est drafté très bas, mais un 4-5, gros rebondeur, contreur, shoot à 3 points, scoreur. Moi, c'est un joueur. Pour moi, Darren Holmes, c'est un joueur dans les 2-3 ans. Si on refait une draft, il est dans le top 5. Parce qu'on va pas se mentir, cette draft, elle était quand même difficile à lire. Assez. Pas de gros joueurs vraiment, assez faible, sortie de 5-6 joueurs, c'était quand même assez homogène. Donc c'est une draft où on n'a pas de vision. C'est difficile aujourd'hui si on devait sortir un joueur en disant lui, il va tout casser dans 5 ans, c'est le village de la NBA. Ça va quand même être compliqué. Donc moi, ce joueur me plaisait bien. Maintenant, très content d'avoir Ryan Dunn. C'est quoi, on va en profiter, on va en parler un petit peu quand même de la draft au global, parce que c'est toujours un moment ultra important dans la saison NBA. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de cette draft? Comme tu dis, il y avait le niveau des joueurs, hein, intrinsèquement, en fin de compte, c'est un peu la surprise. Il n'y a pas vraiment de joueurs qui sortaient du lot. Alors, on est très heureux. C'est un peu la fête, hein, Cocorico pour les Français. Qu'est-ce qui était pour toi les bonnes surprises et à l'inverse, les mauvaises surprises hier soir, ce que tu penses qui va être un peu moins bien? Un petit bilan. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette draft hier soir, Thierry? Moi, j'en attendais pas grand-chose. Parce qu'il faut dire qu'en tant que fan des Suns, la notion de pick, il va falloir un peu l'oublier dans les années qui viennent. Mais j'étais quand même curieux de savoir, au niveau des Français, effectivement, comment ça se positionnait. Donc là, on en a placé 4 dans le premier tour et notamment 3 dans le top 6, donc c'est incroyable. Moi, je suis assez excité pour Tidjane Salin. C'est un joueur, autant Rizaché, je l'ai vu beaucoup jouer cette saison. Alexandre Sarr, j'ai vu pas mal de trucs. Mais Tidjane, je suis très, très curieux de le voir, en plus dans une équipe des Hornets qui pourra être excitante et qui devrait être résolument offensive. Donc ça, c'est très, très intéressant. Après, derrière, c'est un peu compliqué. Je suis un peu... moi, c'est Rich Shepard qui à Houston. Je me pose beaucoup de questions sur ce joueur-là. C'est un joueur qui, sur une draft normale, aurait, je pense, été beaucoup plus loin. Mais à voir, Houston, le coach, il a fait du bon boulot l'année dernière. À voir ce qui va se passer. Après, sur le reste de la draft, il y a de bons joueurs. Zach Edey, je trouve qu'à Memphis, ça pourrait bien fitter, surtout qu'une équipe de Memphis qui est une anomalie d'être là par rapport à la saison dernière, les blessures, les suspensions. Donc eux, ils se sont bien renforcés. Et après, on a notre lot de joueurs made in Europe, avec Nikola Topic, qui lui sera déjà out toute la saison, donc c'est annoncé. Mais il y a quand même pas mal de joueurs. Je pense je crois à Tristan da Silva, l'Allemand. Il y a des Européens qui sont là. Ouais, tout à fait. Intéressant à voir. De toute façon, j'ai envie de dire, beaucoup de joueurs seront des bonnes surprises pour nos observateurs parce que finalement, il n'y a pas de joueurs. Même le top 3, il a été indécis jusqu'au dernier moment. Il n'y a personne dans les mock drafts qui se mettait d'accord sur un ordre bien précis. Ouais, il n'y a pas un joueur qui est sorti vraiment du lot plus que ça. Alors, on espère que ça sera un des deux Français qui va exploser l'année prochaine. Moi, je suis j'ai hâte de regarder. Ça va être étonnant, mais Washington, c'est pas le genre d'équipe ultra hype, mais c'est vrai que je trouve qu'ils ont bien drafté. Ils commencent ils reconstruisent bien. Je trouve ça intéressant. Donc, moi, je trouve ça vraiment cool. En plus, ils ont plein de joueurs encore à trader. Donc, Washington, c'est un projet super sympa. Comme tu dis, Salom avec Charlotte. Charlotte, c'est une belle équipe aussi. Ils ont déjà du monde. Donc, je pense qu'en plus, il va avoir du temps de jeu, il va avoir sa place. Donc, ouais, il y avait vraiment des trucs sympas hier soir. Zach Edey avec Memphis, je trouve en plus, il colle tellement bien au profil de cette mentalité de joueur de Memphis. Par contre, une petite surprise, j'avoue que c'est le pic de Portland où ils ont. Ah mince, j'ai plus son nom. Où ils ont piqué encore. Tu veux dire Donovan Clingan? Ouais, Kingan, où ils ont. Alors, un pivot, alors que tu as déjà Ayton et aussi Robert Williams 2. Donc, c'est vrai que un peu surprenant. Est-ce que ça va pas bouger du côté de Portland? Est-ce que Ayton va pas bouger? C'est très très annoncé. Apparemment, Ayton aurait déjà bien exaspéré la franchise par rapport à son contrat, par rapport à son attitude, sa fragilité, son faible impact
Nous, on a eu des heures de discussion et des années de discussion sur ce sujet-là qui nous a beaucoup divisé sur notre groupe. Mais je pense que c'est un joueur qui est intéressant, qui sort 2 années, 2 titres quand même avec le Connecticut. Un joueur je disais peut-être le premier spécimen qui pourrait ralentir Wemby. Avec des longs bras, très grand gabarit, capable de répondre justement à cette envergure, parce que physiquement, c'est pas encore ultra solide. Mais Wemby, en fait, sa vraie différence, c'est que ses bras, il est tellement long, il est tellement facile là-dessus. C'est les universités, les franchises vont commencer à réfléchir comment aller chercher dans le futur ce joueur-là, comment être en capacité. On se souvient, moi j'ai connu l'époque Shaq où tout le monde recrutait des joueurs de basket absolument nullissimes, mais qui étaient solides et qui étaient capables d'encaisser l'impact et de faire de la faute. Et là, je pense qu'on va peut-être, la NBA va commencer à changer de niveau, changer un petit peu à ce niveau-là, en allant chercher des profils qui pourraient venir embêter notre Français. Ouais, devoir s'adapter, c'est assez drôle. C'est un peu comme à une époque où, quand Stephen Curry vraiment a tout explosé, tu as l'impression que tous les meneurs, tous les joueurs un peu commençaient tous à shooter à 3 du milieu de terrain, c'était devenu la mode. Et là, comme tu dis, ouais, je pense que les équipes vont essayer de s'adapter à Wemby, parce que vu la première saison qui vient de sortir, c'est vrai que c'est plutôt impressionnant. Donc, ouais, moi, j'ai regardé ce matin, j'ai trouvé cette draft très intéressant, au-delà d'avoir autant de Français sélectionnés lors du premier tour. Franchement, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Pour finir un petit peu cette petite vidéo, ce petit récap, si tu devais, c'est compliqué là, la question que je vais te poser, si tu devais donner une petite note pour cette draft des Suns, toi sur 10, qu'est-ce que tu en penses? Tu étais satisfait hier soir? Ouais, je mettrais 5. On s'est contenté des minima, c'est-à-dire qu'on n'a pas été capable ou on n'a pas voulu faire de move significatifs, soit en essayant de monter et d'aller chercher un profil qui aurait pu nous apporter tout de suite, soit ou tout simplement en se débarrassant des pics et en allant chercher du joueur, je ne sais pas, ou en fait, je ne sais pas ce que James Jones a réellement voulu, si tant est que depuis un an, ça soit réellement lui qui soit à la prise de décision. Moi, j'en entendais rien. Je suis content. À partir du moment où Piqué, je voulais un joueur sur lequel on est capable de se projeter, qui est capable de donner quelques minutes et qui vient combler une case dont l'équipe a besoin. On a beaucoup parlé, tu l'as dit, des meneurs. Moi, personnellement, il n'y avait aucun meneur qui me semblait pouvoir avoir un réel impact, parce qu'on parle d'une équipe aujourd'hui qui joue le titre ou qui sera un contender. Et aujourd'hui, aller chercher des meneurs qui n'auront aucun rôle en play-off possible, enfin un vrai rôle, hormis faire souffler pendant la saison régulière les autres, je voyais pas vraiment l'intérêt, surtout qu'un meneur, si tu le fais jouer 5 minutes, ça peut pas se développer, c'est vraiment un poste très spécifique et il faut enchaîner, et je pense qu'on lui aurait pas donné de minutes, donc ouais, là de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Je te dis 5, ça me paraît, voilà, je fais un peu neutre sur la décision. Moi, je suis pareil. Je pense que c'était le profil qui nous correspondait le mieux. On avait besoin on avait besoin de taille, on avait besoin d'ailier, on avait besoin d'un joueur qui avait de l'impact et de l'impact dans tous les compartiments, surtout le rebond. Moi, je trouve que c'est ultra important. Moi, il m'a impressionné un peu dans les vidéos que j'ai vues de lui. Je l'ai trouvé vraiment impactant à ce niveau-là. Au-delà du contre et de la défense, on avait besoin d'un rebondeur. On voit bien qu'on a galéré. Alors, il y a encore du travail là autour des Suns. Je pense que ça va beaucoup bouger. Et justement, moi, avant que je te laisse le dernier mot de la fin, continuez à nous suivre. Comme vous voyez, on commence à avoir un rythme très sympa en termes de vidéos, que ce soit aussi sur les réseaux sociaux, sur X, sur Facebook. Là, il va y avoir la Free Agency ce dimanche, donc ça va être en live. Bastien va animer ça. Je pense que peut-être je vais passer faire un petit tour avec lui, peut-être Thierry, je ne sais pas qui sera présent, mais en tout cas, il va y avoir quand même pas mal de vidéos pour parler, parce que je pense qu'il va y avoir un peu de recrutement du côté des Suns. Après, il va y avoir l'été, ça va être un petit peu peut-être le moment un peu mou, mais on a, de toute façon, on a plein d'envie. Il faut faire plein de vidéos sur aussi le passé et sur l'histoire des Suns. Et donc, merci, parce qu'il y a déjà eu beaucoup, beaucoup de retours, de commentaires, même d'abonnements. Donc, on vous remercie beaucoup. Ça nous donne beaucoup, beaucoup de motivation. Et je vais vous laisser avec Thierry pour le dernier petit mot de la fin. Il le mérite, c'est sa première vidéo. Je pense que c'est le minimum. Donc, moi, je vous fais un petit coucou, un petit bye-bye. Et Thierry, je te laisse le dernier petit mot. Ouais, c'est un vrai plaisir de pouvoir partager notre passion et notre amour pour cette équipe-là. Voilà. Nous, ça fait des années qu'on le fait, mais on le fait en off, et c'est un plaisir de pouvoir vous partager tout ça et écouter justement vos commentaires, vos remarques, parce que c'est vachement important
qu'on puisse échanger sur tout ça. Pensez à cliquer sur les pouces, pensez à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche, effectivement, et n'hésitez pas à vous dire ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu, parce que finalement, les critiques sont toujours constructives. Ouais, c'est ça, bah, impeccable. Donc, on vous souhaite tous une bonne journée, une bonne soirée. Ça dépend à quelle heure vous allez regarder. Et à plus sur la chaîne Run Son.